Et si un seul acte d'héroïsme pouvait vous condamner pour l'éternité? C'est tout le dilemme qui est au cœur de cet arc narratif, un conflit mythologique où le châtiment des dieux prend des formes vraiment inattendues et où la réalité elle-même devient une arme. Alors accrochez-vous, on plonge dans du lourd. C'est la question qui plane sur toute cette histoire. Parce que, vous voyez, défier les dieux, ce n'est pas juste une question de force, non. C'est un pari sur son âme, un pari où chaque décision, chaque acte de bravoure a un poids qui peut durer une éternité. Et ça commence fort, avec un affrontement direct. D'un côté, on a Kasa, qui brille dans sa toute nouvelle armure des Limnades, et de l'autre, Cadmos, une créature reptilienne gigantesque, tout ce qui reste d'un homme au destin vraiment tragique. Le combat s'annonce épique, c'est le moins qu'on puisse dire. Kasa ne perd pas de temps et passe direct à l'offensive avec son attaque signature, les yeux maléfiques de l'aile noire. Mais attention, ce n'est pas juste une attaque physique, pas du tout. C'est une arme psychologique hyper redoutable qui force sa victime à revivre tout son passé et qui expose ses souvenirs aux yeux de tous. Et quel passé! La lumière de l'attaque révèle toute la vie de Cadmos. Et on découvre qu'autrefois, c'était un héros, un vrai de vrai, un tueur de dragons qui a vaincu la fille serpent du dieu Arès et qui a fondé la grande cité de Thèbes. Sauf que cet acte d'héroïsme, eh bien, il a eu un prix terrible. La vengeance d'Arès a été implacable. Cadmos a vu tous ses proches, ses enfants, ses petits-enfants, mourir de façon tragique les uns après les autres. Complètement rongé par le remords, il a fini par être transformé en cet immense serpent. Et sa nouvelle forme, ce n'est pas qu'une simple malédiction, c'est un avertissement vivant, une création de la déesse Némésis pour dire « voilà ce qui arrive quand on défie les dieux ». Face à une telle tragédie, Kasa décide d'abréger les souffrances de son adversaire. Il lève la main, prêt à porter le coup de grâce, mais au dernier moment, quelqu'un intervient et vient tout chambouler. Et l'intrus, ce n'est autre que Kanon. Il déchaîne une technique absolument terrifiante, le Gendo Moken. Là, on n'est plus dans l'attaque physique, c'est une prise de contrôle mental pure et dure. La volonté de la victime est complètement anéantie et elle est remplacée par celle de Kanon. Et sous cette emprise, Cadmos reçoit un tout nouvel ordre. L'ironie est juste incroyable. Celui qui sert d'avertissement vivant pour Némésis a maintenant pour mission de l'assassiner. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant que tout ce drame se joue, deux autres chevaliers, Bayan et Io, se retrouvent face à une épreuve d'un tout autre genre. Ils débarquent au Palais du Jugement, un lieu gardé par un nouveau personnage assez énigmatique, aîné de grâce. Il se présente comme un esprit au service de Némésis et il a une proposition très particulière à leur faire. En gros, voilà le dilemme. Aîné leur offre une porte de sortie. D'un côté, il y a leur réalité, une mort quasi certaine au combat et le châtiment divin qui les attend. Et de l'autre, son offre, une seconde chance, une vie paisible dans un autre monde, loin de leur destin tragique, une sorte de rédemption en quelque sorte. Mais leur réponse, elle est cash, c'est non. Pour eux, accepter, ce serait trahir tous ceux en quoi ils croient, trahir leur serment. Leur honneur de guerrier est bien plus précieux qu'une vie facile. C'est un refus catégorique, une véritable déclaration de principe. Face à ce refus, Aîné ne cherche même plus à discuter. Il passe à l'action avec sa propre technique dévastatrice, la destination akashique. Il les piège dans une sorte de machinerie cosmique, un vortex qui semble les broyer vivants. Voilà ce que ça coûte de dire non. Sauf que cette attaque ne les tue pas. En fait, elle leur révèle quelque chose. Elle leur montre une vision de ce fameux monde parfait qu'ils viennent de rejeter avec tant de force. Et là, changement de décor radical. Fini le palais du jugement, on se retrouve dans le froid glacial des plaines de Sibérie. Un lieu qui, pour eux, a une signification très profonde. Et dans cette réalité alternative, on voit un jeune Isaac réussir là où il avait échoué. Il brise la glace éternelle, il revêt l'armure du cygne sous le regard fier de son maître Camus, et il prête allégeance non pas à un tyran, mais au noble et juste Pope Aioros. C'est un monde où les plus grandes tragédies de leur histoire ont tout simplement été effacées. Isaac n'a jamais perdu son œil, Aioros n'a jamais été accusé de trahison, et d'innombrables orphelins ont été épargnés. C'est, par définition, une utopie, le mensonge parfait qu'Aîné leur proposait. Et au final, tout se résume à cette question. En voyant cette utopie, le refus de Bayan et Ilo prend une toute autre dimension. Est-ce qu'il vaut mieux un paradis fabriqué, une illusion de paix parfaite, ou une réalité difficile, imparfaite, mais où l'honneur a un prix, celui de la souffrance ? C'est sur cette interrogation que l'histoire nous laisse, à juste titre, réfléchir.